Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Des coups de cœur, un coup de cœur, le but c'est bien toujours le bonheur. Et si enfin j'arrive à mes fins, plus rien de triste ne m'atteint. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. J'ai de la joie dans le cœur, je donne à tous tout le meilleur. Je souris, je partage les légendes qui sont le sucre de l'existence. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission que nous consacrons aujourd'hui à l'oreille et à la voix. Alors, nous n'allons pas faire une émission sur les techniques vocales, voilà, qui était d'ailleurs l'objet de la première émission Ma joie de vivre avec Alkiane du jour, que je salue. Nous allons plutôt pénétrer dans l'univers du son écouté, du son parlé, et en guise d'introduction, je propose cette phrase qui dit ceci: la voix ne contient que ce que l'oreille entend. La voix ne contient que ce que l'oreille entend. Cette phrase, elle est du professeur Alfred Tomatis, qui était otorino-laryngologiste, né en 1920, décédé en 2001. Et Alfred Tomatis a consacré toute sa vie à étudier justement la relation de l'oreille avec la voix, de l'oreille avec le langage. Et il est parti d'ailleurs d'un constat très simple, c'est que l'oreille altérée, eh bien, la voix aussi est altérée. Alors, Alfred Tomatis, eh bien, qu'a-t-il fait? Il a étudié pendant très longtemps toute cette relation et il a établi ce que l'on appelle la méthode dite Tomatis, méthode qui permet aujourd'hui non seulement de soigner, mais aussi de rééduquer l'oreille, la voix, les troubles neurologiques. Certains, oui. Certains, oui. Voilà. Les chanteurs qui cherchent leur voix et qui cherchent à se placer, justement, eh bien, la méthode Tomatis est vraiment pour eux tout à fait adaptée. Et puis aussi, peut-être ce qui est moins connu, c'est une méthode surprenante, du moins originale, pour apprendre les langues, puisque Tomatis a découvert que chaque langue parlée l'était sur une sorte de fréquence, et en apprenant la langue avec cette nouvelle fréquence de la langue que l'on veut apprendre, eh bien, on réussit apparemment à bien mieux apprendre qu'avec une méthode classique, semble-t-il. Oui. Alors, pour évoquer ce passionnant sujet avec nous, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Éric Fairbank. Bonjour. Alors, Éric Fairbank, vous avez un cursus que je pourrais dire un peu, pour moi, atypique, puisque découvrant la méthode Tomatis, on pourrait croire que vous êtes orthophoniste, otorino-laryngologiste comme Tomatis, et on découvre que vous êtes musicien. Oui, c'est exact. Alors pourquoi si vous voulez, en tant que musicien, donc j'ai découvert cette méthode, si vous voulez, cette technique, et j'ai eu l'occasion donc de m'engager dans un cursus. J'ai suivi ce cursus, et je me suis aperçu. Ouf. Ça fait rien, on reprendra, ça c'est pas grave. Bon. Alors, vous êtes musicien, et d'ailleurs vous avez un cursus intéressant, puisque vous avez commencé par le jazz. Oui. Avec les frères Petrucciani, je crois. Oui, c'est vrai. On peut reprendre, non, juste on peut reprendre alors. Non, parce que on pourra parler du jazz, mais bon, c'est vrai que... Là, d'accord. Alors, on va reprendre. On va reprendre juste... Vous êtes musicien, non? Le cursus que j'ai fait, voilà. Le cursus que vous avez, et qui effectivement, on pourrait croire que... On pourrait penser que vous êtes vous-même orthophoniste ou otorino-laryngologiste comme Tomatis, et vous êtes finalement musicien. Oui, c'est exact. En fait, au départ, la méthode Tomatis s'est adressée aux musiciens. Donc, moi, je ne l'ai connu que de cette manière-là, si vous voulez, à travers la musique. Et c'est vrai que je pratiquais le jazz à l'époque, et je ne sais pas si je n'avais pas pratiqué le jazz, je ne sais pas si j'aurais été intéressé, si vous voulez, par cette méthode. En fait,
pour le musicien que j'étais, l'oreille musicale, c'était avant tout être capable d'écouter une mélodie, de la relever d'oreille, sans forcément de partition, puisque dans le jazz, on va improviser. Et on va apprendre les improvisations, si vous voulez, d'autres musiciens pour soi-même avoir un modèle sur lequel on va prendre une espèce d'envol, si vous voulez. Hein. Tout à fait. Donc c'est comme ça, si vous voulez, que je me suis intéressé à la méthode. Après, par la suite, en suivant le cursus, je me suis aperçu que ça dépassait largement le cadre de l'oreille musicienne, de l'oreille musicale. Oui, c'est ce qu'on appelle la formation, d'ailleurs, en APP, c'est-à-dire audio, psycho, phonologie, justement. Voilà, c'est d'ailleurs, ça réunit un petit peu l'écoute, le parler, et évidemment la psychologie aussi, j'imagine. Oui, alors, au départ, donc, Alfred Tomatis est donc, otorhinolaryngologiste, son père est chanteur d'opéra, et il travaille aussi en même temps sur des surdités professionnelles, si vous voulez. Et il s'était aperçu d'une chose, c'est que les gens qui perdaient l'audition avaient une voix altérée. En même temps, certains collègues de son père venaient le voir pour certains problèmes de justesse. Et au bout de moment, ne sachant plus quoi faire, puisqu'à l'époque on pensait que c'était les cordes vocales qui étaient détendues, on donnait du sulfate de strychnine qui resserre les cordes vocales, mais le chanteur chantait toujours faux. Donc Tomatis a eu l'idée de faire un test d'écoute, et il s'est aperçu que ce chanteur avait abîmé son oreille. Voilà. Donc à partir de là, il s'est dit, tiens, un chanteur effectivement lyrique chante fort, il abîme son oreille, et ça a peut-être une incidence effectivement sur la qualité, sur certaines qualités de sa voix, de la même manière que chez les personnes sourdes, il y avait une voix très altérée. Juste un petit détail, un chanteur lyrique qui chante faux, c'est entre guillemets, c'est-à-dire qu'un professionnel, si vous voulez, donc qui a un problème de justesse et qui est capable quand même de faire une carrière, si vous voulez, c'est quelque chose qui va le gêner à un moment, il va chercher effectivement à avoir cet autocontrôle, si vous voulez, de cette justesse de la voix, et c'est à ce moment-là que la méthode pourra l'aider. Alors, on part aussi d'un constat, Tomatis a bien regardé l'anatomie de l'oreille. Je crois même qu'il était assez novateur dans sa manière de penser l'oreille. Oui, ça nous amène effectivement donc si vous voulez, à introduire cette notion d'écoute et d'auto-écoute. Alors l'écoute, effectivement, c'est ce que je vais percevoir d'extérieur. Et l'auto-écoute, en fait, c'est ce que je vais contrôler moi-même de ma voix avec ma vibration osseuse. Et en fait, nous, ce que nous appelons être à l'écoute, c'est un équilibre entre les deux. Donc l'écoute extérieure, ça sera pour l'enfant apprendre. Hein. À ce moment-là, il est capable d'écouter le professeur, l'instituteur, et à un moment, quand il va lui-même se projeter, pas uniquement avec sa voix, mais carrément dans les cris, dans toute la production en fait, qu'il aura, de la restitution qu'il aura à faire des apprentissages, en fait, c'est cette qualité d'auto-écoute, cette qualité qui lui permettra effectivement de restituer. On peut par exemple, j'ai été professeur de musique en école de musique et en collège. Je voyais certains élèves qui étaient très calmes, apparemment ils écoutaient, donc, et quand je ramassais les copies, il y avait peu de choses. Voilà. Ouais. À l'inverse, c'est vrai qu'il peut y avoir des enfants qui bougent beaucoup, qui ne sont pas très à l'écoute non plus, mais qui ont certaines énergies qui leur permettent de produire quand même quelque chose. Voilà. Et puis il y a aussi la notion d'entendre et d'écouter aussi derrière tout ça. Alors, oui, entendre et écouter, effectivement. Alors, la conception, si vous voulez, elle est venue de cette manière-là, c'est que en faisant ces tests, ces formes d'audiogramme au départ, Tomatis s'est aperçu qu'effectivement, chez le chanteur lyrique, il y avait une manière de percevoir le son qui n'était pas la même que chez n'importe qui. Voilà. Et ces caractéristiques, si vous voulez, il a réussi à les isoler, à les mettre en lumière, à les observer, et à en tirer effectivement des éléments qui ont permis après de créer un appareil pour justement entraîner l'oreille, rééduquer l'oreille, si vous voulez, pour qu'elle ait ses capacités, si vous voulez, d'écoute et d'auto-écoute. Justement, la question que je me suis posée en regardant un petit peu la méthode, c'est qu'il n'y avait rien avant. C'est-à-dire qu'on peut dire que les chanteurs lyriques, comment arrivaient-ils à réajuster avant Tomatis leur voix ? Alors, parce que c'est quand même un souci, ça, oui. Est-ce qu'on s'entend déjà quand on chante, finalement ? Est-ce qu'on peut dire qu'on s'entend
est-ce qu'on arrive à sentir, à entendre sa voix et son placement, je dirais, son juste ou non placement? Voilà. Justement, dans certains cas de justesse un petit peu limite, déjà il va y avoir une auto-écoute qui ne sera pas là, qui sera légèrement masquée. Dans les qualités du timbre aussi, si à un moment j'ai une qualité de timbre un peu pauvre, on va dans l'oreille retrouver effectivement certains éléments qui montrent que le contrôle n'est pas là, si vous voulez. Alors peut-être que là, il faudrait que je fasse, que je montre quelques petits schémas. Une petite démonstration, oui, voilà. Ce serait bien. Voilà. Alors, si vous voulez, je vais montrer donc ce premier schéma. Oui. Voilà. Dans ce schéma, vous avez donc en haut une courbe qui nous permet de voir comment la personne entend, des fréquences graves à 125 Hz. Je suis par exemple, moi je suis guitariste, le mi grave de la guitare fait 82 Hz. Ça vous donne un peu une idée du son que représente ce 125 Hz. Bien, on va aller jusqu'à 1000 Hz. 1000 Hz, c'est la note qu'une chanteuse lyrique, peut-être pas lyrique, mais une chanteuse de chorale, soprano, ça va être sa note la plus haute, si vous voulez. Après, le reste, c'est une gerbe. C'est une gerbe de fréquence, une gerbe harmonique qui va faire que le son est clair, si vous voulez. Hein. Clair et juste, aussi autocontrôlé au niveau de la justesse. Donc, dans le schéma que je vous ai montré, vous avez une courbe qui a une certaine allure, et si vous regardez en dessous le phonogramme obtenu, vous allez avoir donc des sons fondamentaux sur la gauche, donc dans les graves, qui sont importants, mais vous voyez que vous avez une gerbe harmonique, après qui va suivre. Elle correspond, si vous regardez bien, elle correspond au schéma de la courbe auditive, c'est-à-dire que vous allez avoir entre 1000, 1005 et 2000 Hz, vous allez avoir une zone qui est relativement riche, et après vous allez avoir une petite pointe à 6000 Hz qui remonte à partir de ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est la relation qu'il y a, si vous voulez, entre l'émission de la voix et donc la courbe de réponse de l'oreille. Ici, je vous montre le deuxième phonogramme. Voilà, celui-ci. Alors, là, on a coupé artificiellement, donc une partie du spectre sonore, on l'a grandement coupé puisque c'est à partir de 500 Hz. On a commencé à couper les fréquences. Il faut savoir que pour la voix parlée, bien sûr, il y a du 500 Hz, du 250 Hz. 1000 Hz, c'est très important, c'est ce qui va donner la puissance de la voix. 1500, ça va donner de la puissance plus le contrôle, ce fameux contrôle de la justesse. Et là, on s'aperçoit que quand le chanteur, on lui met un casque, un micro, et qu'avec le retour, on coupe, si vous voulez, donc les fréquences qui sont au-delà de 500 Hz, on s'aperçoit qu'effectivement, dans le phonogramme, on retrouve effectivement la même chute dans les fréquences. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'entend plus. Donc du coup, quel son va-t-il produire s'il n'entend plus, justement? C'est un son, si vous voulez, qui va perdre de... Alors, la hauteur tonale sera la même, mais le timbre, si vous voulez, sera un peu, si vous voulez, je dis bonjour, 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 bonjour. Là, si vous voulez, j'enlève un peu de vibration de ma voix. Voilà. Là, c'est ce que l'on va entendre chez les chanteurs. Donc c'est vraiment, là, on constate vraiment que l'oreille, c'est immédiat. Oui, immédiat. On baisse à ce moment-là certaines fréquences, et à ce moment-là, la voix vraiment, réellement, elle s'ajuste avec ce qu'elle entend. Oui, absolument. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les professionnels qui utilisent beaucoup sur scène, qui vont utiliser les micros, les instruments électroniques, qui vont utiliser les sonos, savent ça. En faisant certains réglages au niveau ils ont des égaliseurs. Les égaliseurs sont, si vous voulez, des boutons qui vont permettre d'augmenter différentes fréquences. Eh bien, ils savent très bien, beaucoup le savent, qu'en augmentant certaines fréquences, ils vont avoir une voix, un meilleur contrôle. Ils le savent. Beaucoup de gens le savent. Ça. Alors, ensuite, si vous voulez, ça c'était donc la première des choses qu'Alfred Tomatis a constaté. La deuxième, c'était de savoir qu'il y avait une oreille directrice.
Je tiens d'ailleurs à dire un certain nombre de choses par rapport à ça, c'est que beaucoup de découvertes de Tomatis à ce niveau-là ont été retrouvées par la suite. Par contre, bon, certaines sont passées dans le langage courant, quand on parle d'oreille directrice notamment, mais bon, on a oublié le nom de Tomatis. Voilà. Oui. Alors, ici, vous allez voir, donc, quand on a un autocontrôle avec l'oreille droite, on a une voix qui est beaucoup plus riche, donc au niveau de la gerbe harmonique aiguë. Et si on a un autocontrôle qui est avec l'oreille gauche, il y aura une voix un peu plus sourde. Alors c'est vrai que c'est pour la même personne. Il faut toujours comparer par rapport à la même personne. Alors là, je vous montre donc ce schéma suivant. Voilà, celui-ci. Et alors là, justement, qu'est-ce qui est démontré dans ce schéma-là? C'est quand on bouche les oreilles, c'est ça? Voilà. Alors le système, c'est toujours le même. Hein. C'est-à-dire que la personne qui a fait dans cette expérience a un casque, il y a un micro, sa voix donc passe par un amplificateur et on va couper une oreille, le retour dans une oreille ou le retour dans l'autre oreille. Bien, donc le premier donc schéma va montrer donc une écoute qui est contrôlée chez la personne, chez le chanteur, là en l'occurrence, par les deux oreilles. Alors ici, vous voyez sur la gauche, bon, c'est la phrase qui est dite, si vous voulez, donc en partant de la gauche vers la droite. Ensuite, vers le bas, vous avez les fréquences fondamentales, et vers le haut, vous avez la gerbe harmonique aiguë. Voilà. Donc on s'aperçoit que ça monte assez haut. Alors c'est vrai que les sons fondamentaux sont ici, on ne sait pas exactement, mais on sait que c'est une gerbe harmonique qui va à 1000 Hz, 2000 Hz, 3000, 4000, comme on le retrouve dans la voix parlée, même qui monte beaucoup plus haut avec les sifflantes. Ça monte beaucoup. Ça monte très haut, ça monte très haut, voilà. Bien, on s'aperçoit qu'à un moment, on va couper l'audition sur l'oreille droite et on s'aperçoit que les harmoniques vont commencer à disparaître ici. Voilà. Donc à ce moment-là, la voix devient plus grave. Sourde. Sourde. D'accord. Au lieu d'être 1, 2, 1, 2, 1, 2, ça va être 1, 2, 1, 2, 1, 2, quelque chose comme ça. Voilà. Et encore, enfin c'est un petit exemple. Là, vous voyez que sur le dernier schéma, cette fois-ci, c'est l'oreille gauche que l'on supprime. Et cette fois-ci, là, c'est le contraire. Il y a une amplification alors de la gerbe harmonique donc dans les aigus. L'erreur serait de penser qu'il faut être sourd de l'oreille gauche. Non, c'est pas ça du tout. On a besoin des deux oreilles. D'ailleurs, quand on parle d'oreille, on parle de cerveau avec Tomatis. C'est pas. On parle de circuit, un circuit audio-vocal qui fait intervenir la main, la bouche, l'oreille et de toute façon qui va atteindre. Donc un hémisphère cérébral, mais en sachant que de toute façon les deux marchent, mais à un moment pour le contrôle de la voix, pour le contrôle du son, il va falloir essayer de prendre ce circuit audio-vocal droit, qui est plus clair et plus rapide. Et quel que soit finalement, parce que vous avez des gens droitiers, gauchers, ça n'a pas d'influence? Oui, ces hémisphères, en fait, et cette préférence d'hémisphères en fonction des personnes. Alors ça, bien sûr, c'est une très, très, très bonne question. C'est la première des choses qui vient à l'esprit. Qu'en est-il donc, effectivement, des gens qui sont gauchers? Alors on peut dire que le gaucher, c'est quelqu'un qui a pris l'habitude de prendre un circuit qui est plus long, mais qui sait s'en servir. Voilà. À l'inverse, il y a beaucoup de droitiers qui sont mal latéralisés. Et donc ils vont mal utiliser leur circuit audio-vocal droit, même qu'ils ne l'utiliseront pas, peut-être, selon les circonstances, et qui en plus, si vous voulez, ne savent pas se servir éventuellement du gauche comme pourrait le faire le gaucher. Voilà. Donc si je montre effectivement cette boucle... Alors ça c'est le circuit audio-vocal, c'est-à-dire comment ça se passe dans la tête quand on émet un son finalement, quand on l'émet et quand on l'écoute. Donc, alors là, on va parler peut-être au niveau de notre propre perception, on va parler donc d'une autre chose, mais qui se raccordera. Si vous voulez, en fait, quand je parle, je fais un son, je produis du son. C'est moi qui vais vous poser une question. Ah bah chouette. Alors, quel est l'organe de la parole? L'organe de la parole, pour moi, oui, très bonne question. C'est le larynx, non? En fait, il n'y en a pas.
Il n'y a pas d'organe. Il n'y a pas d'organe. C'est un ensemble d'organes, effectivement, qui, sous le contrôle de l'oreille, vont se mettre au service, si vous voulez, du langage, de la parole, de la voyalisation et des consonnes qui vont intervenir. Oui, les cordes vocales, c'est pas un organe. Non, les cordes vocales, normalement, c'est pour empêcher d'avaler de travers. Voilà. La bouche et la langue, c'est fait pour manger. Hein, ensuite, l'oreille, on pourrait dire que l'oreille, au départ, elle est faite pour entendre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien sûr, tout le monde va parler effectivement de la respiration. Tout ça rentre en ligne de compte. Hein, c'est absolument nécessaire. Mais c'est vrai qu'à un moment, c'est ces boucles de contrôle qui interviennent et qui sont effectivement sous le contrôle de l'oreille. Hein. Ça, c'est au niveau du système nerveux. Alors, c'est vrai que Tomatis en a beaucoup parlé. Au niveau du système nerveux, il y a, on pourrait dire, l'intégrateur visuel, bon, déjà d'une part, mais qui touche que les parties occipitales au niveau du cerveau. Et ensuite, il y a l'intégrateur vestibulaire, c'est la partie de l'oreille qui gère l'équilibre. Et ensuite, vous avez l'intégrateur cochléaire qui, elle, va gérer effectivement, là, cette fois-ci, le son au niveau langagier, hein, le son vraiment. Bien. Alors, qu'en est-il maintenant de la manière dont nous percevons? Eh bien, de la manière dont on va produire le son, eh bien, au départ, on fait un son, on fait ça. Voilà. Bon. Bien. Et ensuite, si vous voulez, on va ouvrir la bouche. Donc, ce son, c'est le larynx contre la colonne vertébrale qui va vibrer et qui va donc transmettre cette vibration le long de la colonne vertébrale par le larynx et bien collé contre la colonne vertébrale. Ce qu'on appelle placer la voix, en fait, c'est ça. Hein, voilà. Si je me mets à faire ça, si vous voulez, j'éloigne mon larynx de ma colonne vertébrale, je m'entends toujours, les gens vont m'entendre, mais je m'entends moins bien et ma voix sera moins chaude, si vous voulez. Hein. J'aurais tendance à crier. Si je veux parler fort, si je fais du théâtre, je vais m'égosiller parce que là, j'ai un rendement qui est vraiment inférieur, si vous voulez. Hein. Donc ça, c'est la première des choses. Je m'entends de cette manière-là. Ensuite, au niveau de la voyelle, j'ai un retour quand même de l'extérieur. Mais en sachant une chose, c'est que de toute façon, quand on parle, les aigus vont en droite ligne, les médiums restent un petit peu plus devant et les graves restent ici. Donc, souvent, ce qui peut choquer quand on va entendre sa propre voix, c'est effectivement de l'entendre plus aigu que ce que l'on entend d'habitude. Surtout si on ne sait pas bien la contrôler. Voilà. Quand je dis savoir la contrôler, c'est pas technique, hein, vous l'aurez compris, c'est ces systèmes, ces boucles de contrôle qui sont automatiques. Oui, tout à fait, il n'y a rien à faire en fait, c'est pas un contrôle de la volonté, de l'oreille, c'est simplement que ça se fait. Oui, alors c'est vrai que par contre, un bon professeur de chant, un coach vocal, comme il en existe à l'heure actuelle, vraiment à ce niveau-là, il y a beaucoup de progrès, si vous voulez, sera, lui, vous guider, parce que lui, il l'entendra, et à ce moment-là, il fera attention à votre posture, il fera attention à la manière dont vous faites votre voyelle. Hein. Donc j'ai ce son, après je vais ouvrir la bouche, et voilà, je vais avoir une voyelle. Voilà. Belle. C'est un beau début déjà. Voilà. Alors l'idéal, effectivement, ça serait de le faire plutôt comme ça, plutôt que voilà. Voilà la voix qui va un petit peu de ce côté-là. Vaut mieux la voix un petit peu de ce côté-là. Voilà. D'où aussi les postures. On dit les chanteurs, par exemple, un chanteur qui est comme ça, ramassé, ne peut pas aussi. De toute façon, c'est visuel. Hein, on le comprend très bien. Il y a une posture pour que le son sorte. Harmonieusement et certainement plus juste. Voilà pourquoi je ne voulais pas qu'on se mette dans des fauteuils justement trop confortables. Trop confortable. Hein, voilà. Tout à fait. Alors finalement, avec tout ça, qu'est-ce que Tomatis, à partir de ça, de toute cette matière, Tomatis dit quoi? Alors, la vraie chose que Tomatis a trouvée, c'est cette relation entre la voix et l'oreille. Enfin, qu'il a montré, qu'il a démontré, qu'il a expliqué. Les principes, ils existent. Oui, tout à fait. Tous ces principes existent, si vous voulez. Ouais. Ce qu'il a eu l'idée de faire, c'est de dire, mais quand je fais ce test chez ce chanteur qui a un petit peu abîmé son oreille dans les aigus, mais à un moment qui ne contrôle pas très bien sa justesse, notamment dans une zone, il a repéré que c'était une zone, c'est 1500 Hz. Hein, pour un chanteur ou n'importe qui, si vous voulez,
quelqu'un qui... Oui, une toute petite parenthèse, il ne faut pas confondre un chanteur qui chante légèrement en dessous avec quelqu'un qui ne sait pas du tout où est le son. Ça, c'est pas la même chose. Hein. C'est un autre phénomène. Hein. C'est-à-dire que la personne, là, cette fois-ci, pour le coup, ne sait pas analyser du tout les sons. Le résultat, c'est plus que chanter faux. C'est-à-dire, on va chanter au clair de la lune au lieu de, je sais pas, Frère Jacques, par exemple. Hein. On ne sait pas si ça monte. Si ça monte, on a l'impression que ça descend. Voilà. Ça, c'est un autre phénomène. Donc, pour ces chanteurs, j'ai dit, tiens, il a essayé une chose, il y a mis un casque, il a mis un micro. À l'époque, il n'y avait pas ces appareils électroniques qui sont apparus après par la suite, les égaliseurs, mais il a mis des filtres, il a augmenté, si vous voulez, la fréquence que le chanteur entendait légèrement moins. C'est quelque chose de l'ordre de 5-10 décibels. Oui. C'est rien sur le plan audio. Oui. Voilà. Et le chanteur s'est mis à chanter facilement juste. Oui, voilà. Parce qu'il a du coup rehaussé. Donc en fait, il lui a mis dans l'oreille le son juste en fait. Le son, la zone de son qui permet de contrôler la justesse. Ouais, c'est ça. Voilà. En fait, c'est une zone dans les harmonies qui va permettre de contrôler la justesse. Voilà. Alors, c'est une anecdote, mais j'ai eu l'occasion, je me souviens de faire un enregistrement donc musical et le contrebassiste, qui avait l'habitude de sa contrebasse, pour un morceau, a pris une basse électroacoustique qui n'a pas du tout les mêmes points de repère, si vous voulez, le manche est beaucoup plus étroit, et là, il devait faire un solo, et son solo, la justesse, il n'était jamais satisfait. Alors je suis allé voir l'ingénieur du son, et je lui ai demandé dans les retours d'augmenter un petit peu cette zone de fréquence, de baisser certaines autres, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'effet de masque, et donc le solo après était juste. Hein, et vous connaissiez déjà la méthode Tomatis. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce qui vous a permis de réajuster. Voilà. Parfois les musiciens s'en rendent compte, hein, ils savent, ils cherchent. Ah là c'est mieux, je m'entends mieux. Oui, voilà. Oui, quand même, un musicien, on peut dire, a une bonne oreille quand même, une oreille éduquée. Oui, sauf le problème chez les musiciens, c'est l'électricité, c'est que ça, à ce niveau-là, c'est quelque chose de ça altère. Bah, de toute façon, si à un moment on s'entend pas bien, on monte le bouton, alors que si on pratique la musique donc acoustique, comme on dit, eh bien on va faire attention à sa posture, on va faire attention à tirer son oreille, parce que tirer son oreille, c'est vraiment tirer son oreille. Il y a deux petits muscles, et c'est ce qu'a fait Tomatis. Il s'est mis à entraîner, à faire une gymnastique de ces deux petits muscles pour que ce soit la personne elle-même qui arrive à rehausser, si vous voulez, de 5 décibels, de 10 décibels, parfois un peu plus, 15 décibels. L'oreille est capable de faire ça, l'oreille moyenne. Voilà. Il ne s'agit pas d'une oreille qui serait abîmée, sourde. Ça, c'est autre chose. Voilà. Oui, tout à fait. Puisqu'en fait, c'est bien ce que vous dites, puisque d'autres, et déjà les Grecs, à l'époque de la Grèce ancienne, avaient dit justement avaient mis en relation la surdité avec la mutité, comme on dit. Donc ça, dans l'histoire, c'est pas une nouveauté, je dirais. C'est pas révolutionnaire. Par contre, ce qui est révolutionnaire, c'est qu'effectivement, Tomatis a pu, par cet appareil finalement qu'il a trouvé, régler ces petits dysfonctionnements. Voilà, la création, si vous voulez, c'est vraiment cet appareil de rééducation que l'on a appelé l'oreille électronique. En fait, c'est un simulateur d'oreille. Je dis bien un simulateur, pas un stimulateur. Ça stimule l'oreille, mais ça simule, ça remplace une bonne oreille. Ça montre à l'oreille comment fonctionner. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous voulez, donc il va falloir peut-être favoriser l'oreille droite, ouvrir un champ fréquentiel qui permet, si vous voulez, d'avoir une voix claire et qui contrôle la justesse, et le faire dans un certain temps. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un autre phénomène. On en parlera peut-être beaucoup plus dans les langues, mais il n'y a pas qu'une notion d'entendre les sons, d'analyser les sons, il y a aussi la vitesse à laquelle l'oreille va se tendre pour aller les chercher. Ah oui, ça, c'est très important. Donc, c'est-à-dire le temps de l'apprentissage, en fait, c'est ça? C'est le temps où on entend le son. Oui, c'est le temps où on entend le son. Ah oui. Voilà. En fait, rien n'est instantané. Si vous voulez, quand voilà, je suis ici, je regarde par exemple cette feuille, et puis je me mets à regarder au loin, j'ai mon œil qui adapte sa visée. Ça demande un temps. C'est la même chose pour l'oreille, ça demande un temps. Oui, voilà. Tout à fait. Et ces temps-là sont des temps que l'on va retrouver dans le langage et justement dans les langues et dans le langage. Alors, chaque langue, rapidement, on en reparlera peut-être après, chaque langue justement a son propre rythme et le rythme est lié justement à ces temps. D'où l'utilisation de la musique, parce que finalement on revient à la musique avec Tomatis.
Oui. Je crois qu'il se servait beaucoup de Mozart, c'est ça? Oui. Donc, l'appareil de rééducation va nous faire travailler sur... Donc, tout à l'heure, je vous ferai écouter un petit peu, quand même. D'accord. Va nous faire travailler, si vous voulez, va stimuler les muscles de l'oreille moyenne pour qu'ils se tendent, donc, et qu'ils aillent dans la partie intelligible du son, qu'ils aillent focaliser leur attention dans cette partie intelligible. Pour nous, les Français, c'est une zone de fréquence qui est... on entend tous les sons, mais il y a une zone de fréquence, si vous voulez, qui est privilégiée. C'est ce qui nous fait, par exemple, quand on est à l'étranger, repérer un Français alors qu'on n'entend pas, on ne sait pas ce qu'il dit, et on dit « Ah, ça, ce sont des Français qui sont au loin. Voilà. Pour les gens qui ont un petit peu l'habitude, eh bien, ma foi, on va entendre, quand on sort dans le métro, par exemple, on va entendre « Ah, ça c'est... » Même si on sait parler un petit peu en anglais, on va dire « Ah, ben, tiens, au loin, ça doit être des Anglais. » Ou ça va être des Italiens, même si on ne sait pas parler italien. Voilà, parce qu'on reconnaît cette musique-là, si vous voulez. Hein. Donc, tous ces temps, ces rythmes, si vous voulez, sont liés effectivement au temps que met l'oreille pour aller chercher le son, l'analyser, le produire. Ça, c'est passionnant, justement, sur les langues. Parce que vraiment, chaque peuple a vraiment sa fréquence. Oui. Apparemment, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et c'est tout à fait passionnant. Et comment on l'explique, ça? Est-ce qu'on a une explication de cette fréquence, finalement? Pourquoi les Français ont cette petite amplitude dans la fréquence? Alors, on parle en fait de bandes passantes, parce que ce n'est pas qu'une seule fréquence, c'est un ensemble de fréquences. En fait, c'est lié à l'impédance acoustique de l'air. C'est-à-dire que selon le lieu où on est, effectivement, les résonances ne sont pas exactement les mêmes. Donc, en fait, l'oreille s'adapte tout simplement au lieu où elle est. Pour vous donner un exemple musical, si j'ai un piano, et que mon piano, je l'éclaire ici, j'aurais tendance à venir là où c'est éclairé. Vous allez me dire, pour un musicien, il se sert de son oreille. Mais c'est une image, c'est quand même une image qui vaut, parce que c'est, voilà, je vais aller là où c'est éclairé. Voilà. Alors, cette impédance acoustique des lieux change d'ailleurs, pour une même langue, change selon les régions. Donc, c'est ce qui va donner les accents aussi dans les régions. Mais si on regarde les zones limitrophes, donc des régions, le sud vers l'Italie ou vers l'Espagne, ou donc l'est vers l'Allemagne avec les pays de l'Est, notamment, les langues slaves, vous pensiez à ça? Non, je pensais avant. Les Anglais, par exemple. Non, les gens de Strasbourg, l'Alsace et la Lorraine, France, voilà. Si vous voulez, ont une oreille qui va déjà d'un... Voilà. En Alsace-Lorraine, ça c'est... Ils ont une oreille germanique, on pourrait dire. Oui, ça c'est vrai. C'est ça. Mais les patois provençaux se rapprochent de l'italien. Quand on va du côté plutôt de la Bretagne, ça va quand même tirer vers les oreilles anglaises. Donc il y a des choses de cet ordre-là. Mais ensuite, à partir de cette bande passante, si vous voulez, il y a une manière de faire sonner qui va entrer, donc qui va être induite, si vous voulez, de cette manière-là. Et le langage va naître, va en découler, si vous voulez. Alors bien sûr, il y a des racines, mais si on regarde l'italien, et le français, il y a beaucoup de mots qui sont semblables, mais l'expression que j'utilise, c'est ils ne passent pas par le même tuyau. Voilà. C'est pareil pour l'anglais. Les Anglais utilisent beaucoup de mots français, même 50% paraît-il des mots de l'anglais viennent du français, les autres 50% viennent de l'allemand. Nous, on les reconnaît pas, parce qu'ils ne passent pas du tout dans la même prononciation. Ils vont être serrés, ils vont être toujours diphtongués. Ça vient un peu de l'oreille anglaise, qui a une oreille qui va vers les aigus. Je parle bien anglaise. Ce qui fait qu'on rester sur une voyelle sans bouger, c'est difficile. Le O, ça va être difficile, ça va toujours faire O, un no, aller vers le OU. Les hey, aïe, voilà. Bien, après, ça va fixer le langage, ce qui fait que cette langue, quand elle va être parlée, ça sera de l'anglais, mais
au bout d'un moment, quand même, il se transforme, et l'anglais américain, quand même, est transformé. Est transformé. Celui qui est parlé en Inde est encore plus. Oui, mais je pensais notamment sur le territoire anglais, si je puis dire, c'est la différence entre l'écossais et l'anglais, justement. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est une bonne, ça illustre bien, parce que ça, le même mot n'a vraiment pas du tout la même consonance. Hein. Voilà. Alors c'est vrai que pour nous, donc étrangers, par rapport à une langue comme ça, c'est clair que ça devient difficile. Oui. Si j'apprends l'anglais avec une personne, si je me retrouve avec des personnes qui n'ont pas exactement le même accent, ça va être un petit peu difficile, parce qu'il y a une adaptation. Ouais. En plus, c'est une chose dont on ne s'aperçoit absolument pas, mais dans notre propre langue, on compense énormément. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours à l'écoute, on n'entend pas toujours très bien, mais le langage est tellement à l'intérieur de nous, si vous voulez, qu'on va compenser en permanence. Hein. Donc il y a une compréhension intuitive, c'est presque ça finalement. Oui, qui est liée à la phrase. Hein. Oui. Par exemple, je vais à la boulangerie acheter du pain. Je ne vais pas confondre avec le bain. Oui. Voilà, il y en a une, c'est bain, c'est plus sonore, l'autre c'est pain, c'est sourd. Bien, pour une oreille qui n'entend pas bien les fréquences aiguës, on va mélanger. Si je dis le mot seul, ça ne va pas être évident. Voilà. Mais donc, bien avant d'ailleurs d'avoir des problèmes d'audition, il va y avoir des effets de masque, et si je prends l'exemple, si je fais ma cuisine, j'écoute la radio. Bien, c'est quelque chose que je fais. C'est un bon exemple, tout à fait. Bon, j'écoute, j'ai l'impression d'entendre, de suivre, mais à un moment, ça va vraiment m'intéresser. Je lâche tout. Oui, c'est ça. Et je bouge plus, je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Voilà. Bien. Tout à fait. Quand j'apprends une langue étrangère, c'est ça en permanence. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de faire la cuisine. Hein. Parfois, les gens me demandent est-ce que c'est bon d'écouter la radio quand je fais ci, quand je fais ça, pour anglaise ou allemande, et tout ça. J'ai dit non, pas vraiment. Parce que justement, vous avez besoin de mettre toute votre attention. Donc, il faudra absolument que vous soyez devant votre poste. Il vaut mieux rester 10 minutes en tendant vraiment l'oreille. Sinon, après, ça devient du bruit. Et ça a un effet même inverse. C'est-à-dire à ce moment-là, je suis plus et je décroche et mon oreille va de moins en moins chercher ce son-là. Ah, effectivement, il y a certains professeurs qui préconisaient d'écouter, par exemple pour l'anglais, la BBC, de mettre la BBC en fond pour habituer l'oreille finalement. Est-ce que c'est pas un peu une mini méthode Tomatis, si je puis dire, habituer l'oreille au son anglais? Alors l'idée serait bonne, mais ce que je vous dis, non. Parce qu'en fait, ça ne réduit pas l'oreille, d'une part, absolument pas. Et le bruit de fond, qu'est-ce qu'on fait? On l'élimine, un bruit de fond. Voilà. Est-ce qu'on entend les bruits des voitures à l'extérieur? Je m'aperçois depuis qu'on parle, non, je les entends plus. Hein, voilà. On élimine ces bruits de fond. Non, le principe Tomatis, si vous voulez, c'est faire passer la langue à ce moment-là dans l'appareil, et alors, ce sont des réglages spéciaux qui sont liés à la langue, mais au moment où le CD, on utilise des CD, on fait un format un peu particulier de CD haute technologie, donc on va entendre un mot, on va entendre une phrase, ça va passer dans cet appareil, et au moment donc où le son arrive, eh bien, il va y avoir un changement de réglage, et ça va ouvrir une porte, une bascule qui permet d'aller vers le réglage de l'oreille anglaise, italienne, ou la langue qui est notre langue cible. Voilà. Quand il n'y a pas de son, il y a un réglage qui change, l'oreille est au repos. Dès qu'il y a du son, il y a un changement de réglage qui simule cette fois-ci. Ça stimule, mais en simulant l'oreille de la langue cible. Et à ce moment-là, vous avez un réflexe des muscles de l'oreille moyenne qui fait que l'oreille va se tendre, et elle prend l'habitude de se tendre de cette manière-là. Voilà. Du coup, au bout d'un moment, on acquiert le réflexe, on va dire, audio-vocal du natif de la langue. Quand je vais répéter le mot, j'ai un micro, il va se passer la même chose. J'entends le mot, il bascule dans l'appareil, je me mets à parler, et au moment d'émettre le son, ma voix va basculer, me retourne basculer, avec un autocontrôle qui va jouer sur la voyelle, qui va jouer aussi sur la conduction osseuse, légèrement aussi. C'est sur la production de mon propre son. Ça, c'est quand même extraordinaire, hein. Et apparemment, ça donne des résultats assez fantastiques par rapport aux méthodes classiques. Alors, là, je vais dire aussi quelques mots par rapport à ça. Si vous voulez, on a des gens qui ont une bonne oreille. En général, les musiciens ont effectivement une bonne oreille.
certaines musiques abîment, hein, attention, il faut les musiciens abîment beaucoup leur oreille dès qu'il y a beaucoup d'électricité, même à l'intérieur de l'orchestre lyrique. Si vous êtes violoniste, vous avez les trompettistes derrière, c'est dangereux, c'est même donc il y a des pertes auditives. Le musicien qui est bien codé et qui sait se servir de son corps instrument, qui est sous le contrôle de la partie vestibulaire de l'oreille, qui gère l'équilibre et qui gère l'intégration des mouvements, des accélérations, tout ça, du geste, hein, du mouvement. Tant qu'il aura ça, on pourra jouer sur le plan technique, sur le plan rythmique, dans un orchestre, c'est la première des choses. Il faut d'abord être en place. Après, la couleur, ça vient après. Après, mais si je n'ai pas ça, je vais être malheureux parce que j'aurai peut-être une jolie voix, je chanterai à la limite juste, mais si je ne suis pas avec les autres, là, on va me dire merci, au revoir. En plus, c'est stressant, c'est extrêmement stressant. Oui, tout à fait. Alors, Éric Fairbank, on n'a pas beaucoup évoqué effectivement les soins grâce à la méthode Tomatis et notamment des problèmes neurologiques. Il me semble qu'il existe des centres justement, notamment en Belgique, qui traitent de ces troubles-là. Voilà, le centre où j'ai été formé, donc à Saint-Ouen en Belgique, le Mozart Brain Lab et le Centre Atlantis, c'est deux structures, si vous voulez, une à vocation de développement et de la formation des praticiens, et l'autre, le Centre Atlantis, qui fait donc les modules de rééducation. Eux ont développé effectivement, notamment en travaillant avec des médecins et des neurologues, des programmes donc spécifiques pour des gros problèmes moteurs et neurologiques. Donc je sais, j'ai appris un petit peu ces choses-là, mais c'est pas ma spécialité. Ma spécialité, ce sera plutôt tout ce qui est de l'ordre des langues, de la voix, de l'amélioration de l'écoute d'une manière globale. Parce que parfois on me demande qui vient, mais en dehors des musiciens et des gens qui veulent faire des langues, quand c'est des gens qui veulent pour être un peu mieux, aller un peu mieux communiquer, ce sont des gens à qui l'oreille parle. Voilà, ça arrive comme ça, si vous voulez. Oui. Alors, justement, dans ce cadre-là, effectivement, la méthode à un moment, comment dire, a empiété sur ce terrain-là, sur ce domaine-là, tout simplement parce que les gens qui faisaient les rééducations, parfois disaient « Ah ben j'avais mal à l'estomac, j'ai plus mal à l'estomac depuis que je fais mes séances. » Ou alors « J'avais mal au dos, donc je sens que je me redresse. » Il va y avoir des choses comme ça, où ma respiration était un peu coincée, je sens que ça se décoince, j'avais des problèmes intestinaux. Alors c'est vrai que toute la recherche, là, cette fois-ci de Tomatis, a été de comprendre, si vous voulez, d'où venait ce phénomène. En fait, il est enfin simple. Il vient du trajet du nerf vagal, du nerf pneumogastrique. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, on en parle. Même j'ai un petit document qui vient de l'université virtuelle de la médecine du travail qui parle des effets effectivement liés, des effets nocifs qui sont liés aux pertes auditives, et on va avoir toujours des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de viscéralité, si vous voulez. Qui sont liés à la perte de l'écoute, on est bien d'accord. Oui, alors oui. Alors là, tout est lié en fait. Alors là, c'est plus que la perte de l'écoute, c'est la perte de l'audition dans le cas des surdiffusités professionnelles qui va induire ça, si vous voulez. Par contre, quelqu'un qui a une audition normale, mais à un moment qui va avoir des zones, si vous voulez, un peu de tension, on appelle ça, nous, des zones de tension, ou des zones trop stimulées, ou des zones pas assez stimulées, eh bien, il y a, selon les fréquences, des viscères, des organes qui correspondent. La première fois qu'on m'a posé la question, mais comment savez-vous ça, que 1000 Hz, par exemple, c'est l'estomac ? Alors c'est vrai que j'ai répondu « Ah, je ne sais pas, mais je vais me renseigner. » Oui, parce qu'on pourrait dire comment un appareil qui est fait pour donner de la fréquence, enfin rééduquer l'oreille, peut en même temps apporter du bien-être ou carrément traiter des dysfonctionnements d'organes. Voilà. Alors, attention, si une personne est malade, il faut qu'il aille voir le... Moi, je ne suis pas médecin, c'est pas ça. Mais on va avoir des effets, nous on appelle ça les effets parasols, les parapluies. Donc, la personne vient pour chanter juste, et puis elle repart. Ça m'est arrivé notamment une fois, une personne qui était venue pour ça, et qui me dit, contre toute attente... Ça, c'est merveilleux. Je n'étais pas venu pour ça, mais moi qui suis une petite nature, qui digère mal tout ça,
tout va mieux. Elle m'a dit, je ne sais pas si j'entends mieux, si j'écoute mieux, mais à ce niveau-là, c'est pas ce que je cherchais, voilà, ça va mieux. J'ai un monsieur aussi, lui, qui est venu au départ pour la voix. Il m'a dit, écoutez, moi j'avais mal à la colonne, je pouvais plus prendre mon scooter, et c'est formidable parce que j'ai pu traverser la France à scooter. L'année d'après, d'ailleurs, il est plus venu pour la voix, il est venu juste pour faire des séances pour son dos. Voilà. Donc, sur le plan statistique, si vous voulez, Tomatis, en observant les tests d'écoute, s'était aperçu que dans certaines zones, une personne, par exemple, je prends l'exemple de Millet parce que c'est l'estomac, la personne lui disait, mais bon, j'ai quand même beaucoup de mal, l'estomac, voilà, j'ai des troubles au niveau de l'estomac. Bon, c'était enregistré, et puis à chaque fois dans un nouveau test, effectivement, statistiquement, si on retrouvait le même phénomène, ou on posait la question si la personne n'en parlait pas, ou la personne en parlait. C'est comme ça qu'il y a une liste, une correspondance, si vous voulez, entre chaque organe et une sorte de fréquence. Une zone de fréquence. Oui, tout absolument. à fait. Hein, voilà. Qui a été établi un peu type, et on sait que les gens, voilà, quand ils parlent de ça, eh bien. Voilà. Alors. Maintenant, c'était savoir, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'effectivement, il puisse y avoir un retentissement comme ça sur toute la viscéralité? Alors, je vais montrer ce petit schéma. Ce schéma. Voilà. Donc, c'est le trajet du nerf vagal, le nerf pneumogastrique. Ce sont des nerfs c'est la 10e paire de nerfs crâniens, si vous voulez. Il est des deux côtés et il va innerver donc, il va innerver déjà le tympan. Alors c'est déjà, il a un point d'ancrage au niveau du tympan. Il y en a même plus qu'un. Et en plus, vous allez voir, il va contrôler ici le nerf récurrent. C'est le nerf qui contrôle le larynx pour la phonation. Si ce nerf est coupé, je ne peux plus contrôler mon larynx, qui n'est pas l'organe de la phonation, mais si je ne l'ai pas, je ne peux pas parler. Voilà. On peut dire que c'est un élément très, très important qui participe quand même à cette phonation. Ensuite, vous avez les poumons, vous avez le cœur, vous avez le foie, la vésicule, ainsi de suite. Donc, à un moment, si une personne est trop stimulée sur certains sons, si elle entend trop certains sons, ou au contraire, si elle n'entend pas assez certains sons, cette fois-ci elle ne sera pas assez stimulée, on peut dire que l'organe sera, en sous-régime ou en sur-régime. Oui, aussi un peu atrophié, on pourrait dire. Il y aura un problème sur cet organe-là, forcément. Voilà, alors il peut arriver parfois qu'on se dise, oh là, il y a quand même quelque chose qui est du domaine vraiment médical. Là, on conseille éventuellement, si on voit quelque chose comme ça, on conseille effectivement d'aller voir, puisque moi je ne soigne pas. Bien sûr. C'est sûr. Par rapport à ça, puisqu'on parlait effectivement des profs de chant, des coachs vocaux qui sont capables par les positions, de permettre aux gens d'avoir une rééducation. Ça va moins vite que la méthode peut-être, mais d'avoir ce genre de phénomène. Je me souviens d'un chanteur lyrique qui me dit, mais moi, certaines personnes me disent que depuis qu'elles viennent faire des cours de chant, elles n'ont plus mal au dos, elles vont mieux si, il me dit, moi je suis prof de chant, alors on m'en avait parlé, j'ai dit, mais bien sûr, mais c'est normal, ça se comprend. Voilà. Par la posture, ne serait-ce que déjà par la posture, redresser un peu son dos, ou s'ouvrir, ouvrir la cage thoracique, enfin bon. Et la boucle de son, qui va stimuler tout le système. Il y a des sons thérapeutiques dans les traditions. J'allais le dire, tout à fait. Je pensais au home, par exemple, qui est prononcé et qui effectivement, fait masse. Le son masse le corps. C'est exactement ça. Il y a toute la vibration sonore. Ça va certainement même peu plus loin, mais nous on va en rester là. Mais c'est tout à fait de cet ordre-là. Oui, tout à fait. Et du coup, ça m'amène même à la dimension fétale, puisque l'on sait aussi la méthode Tomatis, Tomatis en tout cas, ça a tenu une certaine importance, justement, le son fétal. Oui, alors voilà, c'est que à un moment, c'était de dire, mais tiens, l'oreille, qui est à ce niveau-là, au centre du système nerveux, ne fait plus qu'entendre. Elle s'empare de la fonction d'écoute, justement pour pouvoir contrôler le langage, affiner la posture, parce que c'est grâce au vestibule de l'oreille déjà que l'on se tient, et la cochlée, en analysant les sons aigus, nous permet de nous verticaliser encore beaucoup plus. Il s'est dit, mais cette fonction démarre à quel moment? À quel moment elle va prendre l'oreille sous sa coupe? Et il s'est dit, mais ça doit être déjà in utero.
C'est comme ça que dans les années 50, il a affirmé que le fœtus entendait, il a fait certains montages et a eu une idée de ce que le fœtus pouvait entendre. Je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, sur la genèse de cette découverte, si vous voulez. Il faut savoir quand même que pendant 10 ans, il a été critiqué pour ça. Oui. Voilà. C'est-à-dire que dans le monde médical, peut-être pas tout le monde, les mamans, par contre, je dis toujours, les mamans n'ont pas attendu Tomatis pour parler à leur bébé. Voilà, ça c'est à leur bébé, à leur fœtus, donc ça c'est sûr. Mais donc ça a été trouvé dans les années 62, c'est un Américain, puis Salk et une équipe norvégienne. Ces études, il y en a eu d'autres après. La dernière, qui est assez récente, c'est Ennio Partanen, qui est de l'université d'Helsinki. Ils sont 3 dans cette étude. Ont mis en lumière aussi d'autres éléments sur l'intégration du langage in utero. Voilà. Mais nous, si vous voulez, depuis les années 57, on va dire, la technique est basée là-dessus. Alors, on va prendre à un moment cette voix de maman et on va l'utiliser en la filtrant dans ce qu'on appelle, nous, la condition intra-utérine. Voilà. Et l'idée aussi, la manière dont le fœtus, si vous voulez, va percevoir le son, c'est certainement pas de l'extérieur, puisqu'il est protégé. Bien sûr. Si je me mets dans une pièce, que je ferme les portes, j'entends assourdi, je perds les aigus, donc j'entends que des sons sourds. D'ailleurs, c'est pas très vivifiant, c'est pas très intéressant, si on vit dans un monde effectivement assourdi. Donc la vision, c'est en fait la mère qui va parler, qui va coller son larynx le long de la colonne vertébrale, et toute cette vibration passe le long de la colonne vertébrale. Non seulement elle passe bien, tous les aigus passent, mais en plus l'os a une qualité justement dans les gerbes, si vous voulez, harmoniques, qui est propre au langage et propre justement à la musicalité. Donc c'est un son de bonne qualité qui arrive. Et là il y a une transmission aussi qui se fait dans l'eau. On peut penser même que le fœtus, s'il veut écouter, va coller sa tête contre le bassin. Oui, voilà, pour écouter vraiment les mots, parce que c'est pas seulement des sonorités en fait, c'est vraiment le langage là. Oui, on dit que c'est la prosodie parce qu'on va entendre quelque chose qui est... vous pourriez faire l'expérience, on ne va pas le faire ici. Vous prenez votre oreille droite de préférence, puisque c'est la directrice, même si on est gaucher d'ailleurs. Vous allez la coller contre le bassin ou contre la colonne vertébrale de quelqu'un, vous mettez votre autre main sur l'oreille gauche, et vous écoutez, vous allez entendre qu'on entend très bien la musicalité. C'est pas la gerbe harmonique qu'on entend. Ce sera peut-être pas net effectivement au niveau de ce qui est dit, mais on a cette gerbe-là. Donc voilà comment on pense que maintenant c'est acquis, ce sont des choses qui sont admises, si vous voulez, cette conduction, cette vibration. Nous on dit la conduction osseuse, mais c'est la vibration donc de l'os qui va tout le long du bassin. Certains pensent même que c'est ce qui à un moment peut-être va inciter le fœtus à se retourner pour bien mettre justement, pour bien aller chercher cette vibration. Donc l'idée c'est de repartir de ce moment de la vie qui est certainement un paradis pour l'enfant à naître, et où il y a un foisonnement de capacité d'intégration, si vous voulez. Donc de remettre, si vous voulez, grâce à cet appareil, de remettre cette voix, mais on ne la met pas comme ça, elle va être filtrée. Quand on filtre, ça ne rappelle aucun souvenir, si vous voulez, terrestre. On n'entend pas, oui, non, c'est quelque chose qui est très haut. C'est simplement cette prosodie qui va être envoyée, sans oublier que ça passe toujours au travers de l'appareil qui fait faire la gymnastique. Il y a d'une part la voix de la mère, ou de la musique du Mozart, parce que quand on n'a pas la voix de la mère, c'est là qu'on utilise le Mozart, parce que c'est une musique, si vous voulez, qui est riche en aigus, pas agressive, on pourrait dire que c'est pas une musique viscéralisée. Mozart raconte pas ses malheurs. Il y a toujours une joie, même quand c'est grave, c'est quelque chose de vivifiant, si vous voulez. Donc à ce moment-là, on filtre et on fait faire la gymnastique. Voilà. Et au bout d'un moment, on va avoir une intégration, si vous voulez, de cette langue, de ce langage. Et donc cette équipe d'Helsinki, avec Ennio Partanen, si vous voulez, ce sont des choses comme ça sur lesquelles ils travaillent. Voilà. Alors ça, on se sert de ça dans quel cadre spécialement? Est-ce que c'est pour tout le monde ou pour soigner certaines choses, certains troubles? Alors, c'est
Au départ, on pourrait dire que c'était pour le langage. Hein. D'accord. Voilà, quand j'ai fait ma cure, moi, c'est ce que j'ai eu. J'étais allé pour la musique, j'ai eu la voix de ma mère. J'avais une trentaine d'années. Ouais. Ça a été quelque chose de formidable. Hein. Ah oui. Ah oui, j'ai entendu cette voix que je ne reconnaissais pas. Je trouvais ça extraordinaire. C'était très drôle. Tout le monde ne réagit pas forcément comme ça, mais enfin, bon, moi je l'ai vécu comme ça, si vous voulez. Oui. Donc, on va le faire pour les enfants. Pratiquement, à moins qu'il y ait une très mauvaise relation avec la maman, mais on va le faire très très souvent pour les enfants. Les jeunes adultes, donc, avec la voix de leur mère. Hein. Donc, quelle que soit leur motivation de départ, hein, que ce soit pour la musique, que ce soit pour, on pourrait dire, une forme de développement de mieux-être, si vous voulez. On utilisera la voix de la mère quand c'est possible, quand elle est là, et quand la voix est jeune. Il faut que la voix soit quand même jeune. Et pour l'intégration des langues. C'est la base de l'intégration des langues. C'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir un texte d'une demi-heure, un peu comme du Mozart, c'est le Petit Prince de Saint-Exupéry qui est utilisé. C'est le Mozart que l'on utilise de la littérature. Ce texte va être lu par la maman, donc, et quand ce sera une langue étrangère, on a toujours une jeune femme de la langue cible qui va le lire, et on va le traiter après de manière électronique. On va laisser la personne pendant un moment, si vous voulez, avec plusieurs heures. Pour les gens qui viennent pour les langues, c'est quand même un peu particulier. Parce que si elles viennent pour apprendre les langues, elles ne sont pas trop au courant, elles disent « mais je ne fais pas de grammaire, je ne fais pas de… » Non, ce que l'on donne, c'est l'oreille qui permet d'apprendre. Hein, voilà. Ensuite, on fera un défiltrage, la voix redeviendra progressivement normale en travaillant sur tout le spectre sonore, et il y aura des répétitions de mots, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Avec les fréquences. Voilà, oui, tout à fait. Voilà. Les fréquences de la langue et la vitesse de la langue. D'accord, donc on commence déjà par un nettoyage, on pourrait dire, de l'oreille. Oui, c'est exactement… Plus que l'oreille. Parce que le problème, c'est vrai que c'est la psychologie, c'est bien plus que l'oreille. C'est bien plus que l'oreille. Donc c'est systématique. Oui, parce que certains blocages, en fait, notamment quand je ne sais pas si les sons montent ou si les sons descendent, sont souvent des blocages qui arrivent dans la petite enfance. En général, c'est une perte de confiance que l'enfant a, non pas d'un traumatisme extérieur en réalité, mais c'est plutôt du fait d'être protégé par ses parents. Hein. Alors, c'est pas comment dire, ce sont des responsabilités peut-être de la part des uns et des autres, mais c'est aussi la manière dont l'enfant aussi réagit. Il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit, absolument pas. Hein. Mais la vie est difficile. Par moments, on déménage. Ça peut être ça. Moi, je me souviens de choses, mais de choses parfois difficiles, puis des choses vraiment, voilà, tout à fait bêtes. Non, je me souviens, monsieur, il avait fait tomber l'arrosoir de son papa dans la rivière, et donc son papa l'avait regardé avec des gros yeux. Et je me souviens, donc moi je lui dis effectivement vers l'âge, comme ça on peut le situer globalement, je ne vais pas vous expliquer comment, je lui dis effectivement vers l'âge de 3 ans il y a quelque chose qui s'est passé. Il me dit non je vois pas, et puis quelques jours après sa femme me dit j'ai bien rigolé, parce que quand mon mari m'a dit ça, j'ai dit écoute, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, que tu me racontes que quand tu étais petit, tu avais fait tomber l'arrosoir. Comme quoi, hein. Voilà. C'est incroyable. Alors, voilà, ça sont des choses, il peut y avoir des choses beaucoup plus compliquées, des enfants qui sont sous les bombes, les enfants, voilà, tout le monde en pâtit. Voilà, ce genre de choses. Donc, il y a un nettoyage des oreilles, peut-être pour un Français qui n'arrive pas à aller analyser les sons de l'anglais, mais parfois des déblocages psychologiques. Et donc, on va travailler comme ça. Alors maintenant, par rapport aux résultats, ça c'est très 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 important, parce que c'est vrai que quand j'en parle, effectivement, de donner l'oreille, ça devient facile, ça devient plus facile. C'est quelque chose que je vérifie. Même, ça m'est arrivé une fois de mettre du chinois sous oreille électronique, comme ça, et dans le métro, d'entendre des Chinois parler. Je n'ai pas compris le chinois, mais j'ai été interpellé par cette voix-là. Je ne l'aurais pas été avant. Je me suis dit, voilà, il y avait quelque chose qui est de cet ordre-là. Alors, pour une langue étrangère, si j'ai 30 ans, que j'ai une connaissance de la langue, mais à un moment que je manque d'analyse audio-phonologique, alors là, c'est quelque chose qui est miraculeux. La personne en quelques heures, on va dire en 2 modules, 30 heures. Moi, je travaille souvent sur 30 ou 36 heures. J'allais dire, combien de temps il faut, avec la méthode, pour bien apprendre, pour considérer qu'on a assimilé
L'accent, justement, la langue. Alors pour une oreille jeune, justement, on va dire une trentaine d'années, on travaille sur un module de 30 à 36 heures. C'est intensif, hein, ça peut être 2 heures par jour, ça peut être 2 fois 2 heures par jour. On va faire ça sur 10 jours. Hein. On laisse reposer 6 semaines, 8 semaines, et on fait alors là, après des modules actifs où les gens vont répéter. Là, cette fois-ci, là on fait une vingtaine d'heures. Si la personne a une connaissance de la langue, là, elle a déjà bougé dans les 30 heures. En général, les gens qui ont déjà une bonne connaissance de la langue, sans répéter les mots, sont déjà à l'aise, hein, sentent la différence. Hein. Ça arrive souvent. Si maintenant, je prends le cas extrême, parce que ça m'arrive de temps à autre, et quand c'est dans les groupes, je suis bien embêté, parce que les résultats sont contrastés, et ça vient de manière très simple, c'est que si j'ai une personne qui a 60 ans, qui a une oreille abîmée. Et on peut avoir une oreille abîmée sans avoir le sentiment d'être sourd. Si je n'ai jamais fait d'anglais ou une autre langue, je vais donner à la personne, je lui donne une base, un substrat, mais les résultats ne vont pas être les mêmes. Et de toute façon, il faut apprendre l'anglais. Oui, en plus. Voilà, même si la personne répète les mots, répète les phrases, elle sera capable de les répéter, de mieux les mémoriser, mais elle a tout à apprendre. Voilà, c'est vraiment le grand contraste. En fait, ça dépend de chacun, ça dépend de l'âge, de la capacité, où la personne a déjà une sensibilité avec cette langue-là, ou la connaît déjà. Évidemment, ça influe certainement sur les résultats. Oui, voilà, c'est très important, parce que certains vont la trouver miraculeuse, cette méthode, pour la musique aussi, et d'autres, à cause de certaines réactions où les gens trouvent les choses miraculeuses, à cause de ces réactions, d'autres personnes qui n'ont pas du tout le même profil, ni auditif, là, j'allais dire là sur le plan mécanique, une oreille abîmée, ni sur le profil de l'écoute qui peut être, alors là cette fois-ci l'oreille n'est pas abîmée, mais alors l'écoute n'est très très loin, si vous voulez, des profils très différents, des âges différents, parce que le vieillissement, même pour une oreille entraînée, il y a un vieillissement, c'est normal. Seulement quelqu'un qui a une oreille entraînée conservera quand même une audition correcte pendant très longtemps. Il m'arrive de voir des personnes qui ont 60, 77 ans, avec une oreille qui tient très très bien jusqu'à 4000 Hz et qui ne s'effondre pas complètement au-dessus, alors qu'on peut avoir des personnes beaucoup plus jeunes, et même jeunes, qui ont des oreilles qui ne sont pas dans la surdité, mais qui sont avec des faiblesses par moment, des effets de masque qui fait que le son est mal analysé. Et après, ça tient. On ne peut pas dire que ça revient... Oui, le réflexe. Alors, ce réflexe-là, c'est vrai que si vous n'êtes plus confronté à la langue, ça vaut le coup de temps à autre de... Voilà, s'il y a un entraînement... Alors là, on pourrait le voir... ce qui va tenir, c'est l'ouverture de l'oreille. Oui, ça, l'ouverture de l'oreille, certaines caractéristiques vont tenir. Par contre, si je n'utilise pas la langue... vous savez que les Français qui vivent à l'étranger pendant des années et des années, à la fin, il arrive qu'ils perdent eux-mêmes leur propre langue. Tout à fait. Donc vous comprenez que là, effectivement, pour une nouvelle langue, il puisse y avoir ce genre de phénomène. Donc ce qui va se passer, c'est que dans ce cas-là, les personnes, il faut qu'elles viennent. Ça dépend un peu du niveau. Moi, je trouve que ça vaut le coup de venir de temps à autre. Après, il y a autre chose. Si je me mets à parler, si je me mets à l'utiliser, mon oreille, là j'accroche sur l'entraînement. Et je dis, si j'écoute la radio, que j'écoute la BBC, je vais prendre un temps pour rester 5 minutes. J'écoute 5 minutes, j'écoute 10 minutes, mais j'écoute. Sinon, ça devient du bruit de fond, et le bruit de fond, c'est autre chose. Alors, pour revenir donc sur les langues, on dit que les anglais c'est aigu, c'est ça? Oui. Les langues latines sont plutôt graves. Comment ça se... Alors, là, je vais montrer notre schéma. Alors, c'est ce qu'on appelle les ethnogrammes. Voilà. Que ce soit donc pour les bandes passantes, que ce soit aussi pour les temps de latence dont j'ai parlé tout à l'heure, l'oreille qui prend un certain temps pour aller chercher le son. Ça, c'est vrai que ça a été, Tomatis a beaucoup travaillé là-dessus. Comment dire? On va s'apercevoir qu'effectivement, nous avons des langues qui sont différentes. Alors, si je prends l'anglais, bien sûr, l'anglais entend tous les sons, mais là où il va... C'est très vrai pour un jeune anglais. Tout ça, c'est vrai au niveau des oreilles elles-mêmes. Quand on fait le test d'écoute, c'est très vrai pour des gens jeunes. Après, j'ai intégré le langage, je perds mon audition, mais je l'ai le langage. Il faudra que je devienne vraiment sourd pour effectivement confondre pain et bain. Voilà. Mais dans le contexte, je vais le remettre. Donc, ce qui va se passer, là, si vous voyez l'anglais, vous apercevez que l'anglais, là où il va démarrer une bonne analyse, nous, on s'arrête. Lui, il commence à 2000 Hz.
et il va jusqu'à 12 000 Hz. Et nous, on a une zone qui est entre 100 et 300 Hz, et on a une autre zone qui est entre 1000 et 2000 Hz. Donc nous, on s'arrête là où les Anglais commencent. Oui. On comprend que déjà la bande passante, ça devient difficile pour nous. On n'a pas l'habitude d'aller analyser les sons, on a une sensibilité moindre. C'est vrai pour l'anglais. Pour l'anglais, on dit que les Français ont du mal à apprendre des langues étrangères. C'est vrai, mais il n'y a pas que les Français. L'anglais, lui, il a beaucoup de mal à apprendre le français. Oui, c'est ça. Voilà, puisque lui, il est sourd dans la zone du français. Et quand je dis sourd, c'est entre guillemets. Hein, voilà. Ensuite, il y a des temps aussi, les temps les temps de préparation sont extrêmement importants. Ils vont empêcher, même pour une oreille à la limite qui serait... une oreille de français musicien, par exemple, un violoniste français, il a une oreille qui est quand même habituée à aller chercher les sons entre 2000 et 2000, 6000, parce que dans le violon, c'est très riche. Donc on pourrait dire qu'un musicien pourrait mieux parler les langues, justement. Alors, un violoniste, certainement pour l'anglais. Ah oui, c'est ça. Voilà. Parce un que violoniste, le violon va dans les aigus. Voilà, donc son oreille est entraînée, si vous voulez, est entraînée à aller chercher le langage, là. Le langage n'est pas que dans ces zones-là, il est ailleurs, il est de partout, mais il faut ça pour rentrer dans la logique de la langue pour qu'elle s'ancre sur la personne. Hein. Donc ensuite, il y a des temps qui sont différents. Alors pour vous donner une idée de temps, de rythme, c'est ce qui me permet en fait de séquencer le rythme. Quand on parle d'un accent à couper au couteau, c'est parce que justement on sait pas, l'oreille n'est pas là, le mot est parti, on ne sait pas. J'ai un bon exemple, puisque nous, quand on règle les appareils, c'est avec des temps, justement les temps de la langue. Je me souviens, la première fois que j'avais remarqué c'est la ça. rythmique, excusez-moi. Voilà, on entend le rythme de la langue, en fait. Hein. Merci de me le rappeler. Non, mais je dis ça pour les gens qui comprennent bien la suite. Oui, il faut absolument. Hein. Donc, je prends souvent, comment dire, le but quand on travaille, c'est pas de faire des pages et des pages, c'est d'en faire une et de la connaître pratiquement par cœur. Donc j'ai tendance à mettre 2 exercices, ou un exercice, j'allais dire, ou une série d'exercices, je vais la faire répéter plusieurs fois. Et là, j'entends la personne, donc j'avais réglé l'appareil, je laisse démarrer, et puis, bon, je vérifie quand même, j'écoute, et puis j'aime le faire, hein, j'aime vraiment écouter, quand c'est des langues, je me régale, et je me dis, mince, mais comment se fait-il que la personne était plus à l'aise hier et en fait, le temps de latence que j'avais laissé pour l'anglais était celui... je n'avais pas réglé sur l'anglais qui est très court. Donc en fait, la personne n'avait pas le début du mot. Parce que l'anglais va exploser sur le mot yes, nous on va dire oui, enfin j'exagère, on va dire oui. L'anglais sera déjà comme ça, yes. Voilà, hein, déjà, voilà. Donc là, je me souviens, c'était Glasgow. Et je me disais Glasgow. Et moi, j'entendais que la personne n'entendait pas le début, si vous voulez, du mot. Voilà. Donc, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, effectivement, avec l'appareil, ça sent, l'attaque du mot était légèrement émoussée. Voilà. Et ce qui va se passer pour moi, mon oreille de français, quand je veux apprendre une langue étrangère, l'anglais notamment, si j'arrive pas à rentrer dans ce temps-là. Alors maintenant, aussi pour revenir, est-ce que ça reste ou est-ce que ça reste pas, ce genre de phénomène, c'est exactement ce qu'on va retrouver chez les imitateurs. Un imitateur, j'y pensais, oui. Voilà, il va prendre le rythme, parce que même à l'intérieur du français, chacun en plus a son propre rythme. Je ferai la différence, comment dire, moi en tant que Français en France, quand je vais écouter un Italien, je vais toujours reconnaître que c'est un Italien. Quelque part, je vais différencier peut-être tel Italien de tel autre, mais en même temps, tous les Italiens, pour moi, ils ont la même musique. Ils ont la même musique, voilà. oui. Je n'y fais pas attention dans ma langue. C'est ma langue. Donc je vais entendre des gens qui parlent. Pour moi, c'est tous des gens différents. Hein, mais en réalité, non. On a chacun notre spécificité qui est difficile à entendre pour nous, pour notre propre oreille. Et cette spécificité, si vous voulez, l'imitateur va être capable, si vous voulez, de caler son oreille sur le rythme, sur la couleur, mais c'est souvent le rythme qui aide le plus. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on veut imiter une personne connue, on arrivera plus facilement à imiter l'imitateur qui a bien repéré, si vous voulez, les caractéristiques. Voilà. Et vous apercevrez qu'il fait une autre chose, qui revient à quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'image du corps, qui va avec la posture, tout à fait. avec le vestibule, le vestibule de l'oreille, la partie qui gère l'équilibre. Voilà, je dis ça, je me redresse un peu. Oui, donc il va y avoir cette partie-là qui gère effectivement l'équilibre, qui gère la posture, hein, si vous voulez.
Après, il y a toute une mimique, si vous voulez. Mais effectivement, quand je vais me tenir comme ça va changer les choses. Et pour peu que je prenne un autre rythme, ça changera encore les choses, si vous voulez. Alors, dernière petite question quand même qui me taraude, justement. Est-ce que on dit que les langues évoluent, elles changent forcément. Genre, en France, j'ai l'impression que les jeunes gens parlent peut-être plus vite qu'on ne parlait autrefois. Est-ce que vous notez, vous, dans l'apprentissage des langues, ces transformations finalement au niveau de la musicalité dans chacun des pays concernés? Alors, c'est peut-être subtil, hein, c'est peut-être non, c'est vrai, il y a une transformation. C'est-à-dire que on vit quand même une époque qui est un peu particulière. Il y a un peu une uniformisation des sons. Par exemple, si on le voit au niveau de la musique, c'était très vrai. Au 19e, au 18e, il y avait la musique française, il y avait la musique italienne, il y avait la musique anglaise. C'était très 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 caractéristique. Chez les Italiens, ça faisait tit 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 tit. Voilà, ça faisait des choses comme ça. Le français, c'est peut-être un peu plus linéaire, hein, si vous voulez, des choses comme ça, si vous voulez. L'allemand, c'est on va dans les graves, on va rester parce que l'allemand a un temps de latence qui est un peu plus long. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on lui éclaire le piano dans les graves, il va aller boum, boum, il va faire un accord. Hein. Voilà. Alors dans certaines musiques, voilà, on retrouve. Et les Anglais, justement. Alors les Anglais, ça va être les hautes contres, ça va être. J'allais dire pour l'anglais, c'est on va avoir, je pense beaucoup d'ailleurs à certains instruments. Je m'éloigne de l'anglais, mais quand les gens jouent des musiques dans lesquelles il y a beaucoup de notes, et je mets l'oreille anglaise. Parce que l'oreille anglaise, elle a un temps très court de réponse, ce qui fait que si je mets un temps qui est un peu long, la personne va vouloir goûter le son. Tandis que là, je vais mettre un temps un peu rapide. Les Anglais, ce sera plutôt des musiques, donc les hautes contres, c'est chez les voix donc d'hommes qui sont très très hautes, c'est plutôt là que l'on va les retrouver. Les basses, on va plutôt les retrouver chez les Russes parce qu'ils ont une musicalité énorme parce qu'ils ont une gerbe harmonique qui est dans les aigus et puis ils ont aussi les graves. Chez les Italiens, ça va être vraiment c'est vraiment le bel canto. Alors pour une raison très simple, c'est qu'entre 2000 et 4000 Hz, c'est l'oreille italienne, la bande passante de l'italien, c'est vraiment la zone de la voyelle qui se fait bien dans la bouche. Voilà. Et là, ça résonne. Donc ça résonne, ça ne peut pas faire autre chose que résonner. Quand on entend un étranger qui se met à parler français puis qui se met à parler sa langue, on est choqué parce qu'on a l'impression de deux personnes différentes. J'avais un copain hollandais, quand il me parlait français, c'était bien, puis quand il se retournait pour parler à sa famille éventuellement en hollandais, je trouvais ça plus agressif et je trouvais ça, j'avais quelque chose qui était touché d'une manière différente. Oui, tout à fait. De système nerveux à système nerveux. Hein. Donc, pour reparler de cette posture, de cette manière de se tenir, hein, effectivement, les choses se mettent en place grâce à ces contrôles automatiques. Voilà. Alors, est-ce qu'on fait un tour, on regarde un petit peu cette machine-là qui a l'air un peu extraordinaire. C'est pas la machine de Nostradamus ou je ne sais quel inventeur, mais c'est quand même une machine extraordinaire parce qu'en fait, elle permet tout ce que l'on a dit, de rééduquer, de faire cet apprentissage des langues. Et en fait, comment ça fonctionne un petit peu? Est-ce qu'on peut arriver relativement simplement? Oui, je vais vous faire écouter. Là, le modèle que l'on va voir, c'est un modèle donc qui a plusieurs années. À l'heure actuelle, voilà, c'est celui que j'ai chez moi. J'ai d'autres appareils beaucoup plus récents. Mais enfin, celui-là, je le trouve très 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 bien. Alors, je vais vous le montrer déjà ici. Et je vais vous montrer en même temps le casque. Peut-être vous allez prendre. Très bien. Un casque. Peut-être qu'à un moment, effectivement, le casque, on ne le mettra pas loin du micro. Oui. Même c'est peut-être ce que l'on va faire. D'accord. Alors peut-être je vais poser ça, si je peux me permettre. Voilà. Alors, on va prendre de suite. Puisqu'on parle des langues, on va prendre de suite effectivement les langues. Alors. Ici, c'est l'appareil qui distribue la musique. Hein. Ce sont des appareils standards du commerce. Et ici, vous avez ce qu'on appelle l'oreille électronique, c'est-à-dire cet appareil électronique qui simule une oreille qui sait écouter. En tout cas, qui sait écouter l'italien, qui va savoir écouter dans les zones donc, du langage notamment. Donc, je vais vous envoyer. Alors, je vais appuyer ici. Donc, alors.
Ici, vous avez un vibreur. Oui. Donc, au niveau du vibreur, voilà. Ah. Vous avez le son qui sera envoyé au niveau du crâne. Voilà. Si vous voulez faire juste l'expérience. Ah oui, tout à fait. Bah oui. Oui, ça vaut le coup. Voilà. Là, vous n'avez le son que sur le vibreur. Il n'est pas là. Oui. Il n'est pas dans les écouteurs. Vous voyez qu'on entend, hein? Oui. Voilà. Et ici, vous avez le son uniquement dans les écouteurs. Alors là, ça passe d'une oreille à l'autre. Oui, oui. Là, vous avez donc ici, et je remets un peu plus de graves. Enfin, c'est pas des graves. Je rajoute la conduction osseuse qui donne quelque chose qui est beaucoup plus plein. Pour l'entendre, peut-être, est-ce que je pourrais mettre le casque ici? Ah oui, tout à fait. Oui, ça serait bien, oui. Voilà. Je vais aller rapidement, mais à un moment, on va filtrer dans ce qu'on appelle la condition intra-utérine. Alors là, vous allez voir ce que ça donne. Alors normalement, il y a un temps de préparation qui peut se faire sur quelques heures. Ah, c'est très particulier. En fait, on entend un chuchotement. Oui. Et en même temps, on peut dire que c'est vraiment très... C'est très doux, très calme. Oui. C'est très agréable, ce chuchotement. Oui. Alors ça, c'est... Je vais vous dire une chose, vous deviez avoir une bonne relation avec votre maman. Oui, enfin, c'est pas le cadre de l'émission, disons, oui. Mais c'est en général, les gens jeunes qui acceptent facilement ces aigus comme ça sans préparation, sont des gens qui acceptent justement la richesse, si vous voulez, de la voix d'or mère. L'enfant, c'est ce qu'il va faire rapidement. Si sa mère lui crie trop haut, il va baisser, ou alors ne pas analyser, ou alors baisser de 5, de 10 décibels. Et quand on va lui remettre ces sons-là, il ne sera pas très heureux. Il y a certaines personnes qui ont du mal, donc il faut préparer plus longtemps, si vous voulez. Et dans les groupes, c'est un peu embêtant. Ça, on va avoir ça pendant quelques heures. Oui. Alors comme ça, on va avoir ça pendant quelques heures, ça peut être une vingtaine d'heures. Les gens qui sont venus apprendre l'anglais, il faut bien leur expliquer, ou l'italien ou le français, il faut bien leur expliquer effectivement qu'il y a ce temps-là. Voilà. Bon, mais effectivement, c'est tout à fait intéressant. Donc voilà ce qu'on a appelé tout à l'heure le fameux nettoyage. Oui. C'est un nettoyage, en fait, on pourrait dire même un formatage. L'idée du formatage, on va préparer le terrain sur le plan neuronique, neuronal. Et donc, après, si vous voulez, la langue va s'intégrer. C'est ce que Tomatis a toujours pensé que le fœtus, c'est ça qu'il apprend. Il apprend ça, et il apprend tout ce qui est de l'ordre du rythme et du geste avec l'intégration vestibulaire. Il ne faut jamais oublier, parce que Tomatis parle de l'oreille droite, je disais, donc on croit que l'oreille gauche ne sert à rien. Absolument pas, il faut les deux, mais il faut essayer de viser à droite. Et il parle tellement des sons aigus que moi, à un moment, je me disais, bon, il faut être sourd de l'oreille gauche et ne pas entendre les graves. Non, c'est absolument pas ça. Si je n'entends pas les graves, je n'ai pas d'image qui m'est renvoyée de mon propre corps, je perds l'image du corps. Donc j'ai besoin des graves, j'ai besoin des médiums, j'ai besoin des aigus qui vont toucher mon corps et mon esprit dans des zones différentes. Les graves, ça touche le corps. Donc c'est pour les programmes justement d'enfants qui ont des problèmes justement moteurs, on va travailler sur les graves. Pour les médiums, ça va être sur le langage. Et pour tout ce qui est de l'ordre des aigus, c'est un éveil de la conscience, mais sur le plan créatif. Parfois on dit spiritualité. La spiritualité chez un être, elle est de partout, mais c'est plutôt une espèce d'intuition qui fait que je reçois une idée. Voilà. De la même manière qu'il y a le ressenti, la partie vestibulaire, qui est l'intuition, on pourrait dire l'intuition du corps, mais c'est le ressenti. Je suis avec les gens, je les sens, celui-là m'est sympathique, je sens que je peux fonctionner avec celui-là. Après, j'ai une espèce de conceptualisation qui est dans les sons médiums, si vous voulez, donc je vais pouvoir exprimer, je vais pouvoir suivre un cours, si moi je perçois bien, et ensuite j'ai quand même l'idée. Alors, c'est une espèce de cheminement dialectique, si vous voulez. À un moment, moi, du bas, je peux me tendre pour aller chercher quelque chose, et puis en même temps, je peux me mettre dans une autre position où je reçois
je reçois une idée, hein, la pomme de Newton. Oui, tout à fait. Bon, c'est une caricature, oui, mais oui, tout à fait. C'est de cet ordre-là. Alors, dernière petite question tout de même, puisqu'en fait, effectivement, on peut comprendre la méthode Tomatis qui fait référence au son fœtal, enfin, à la transmission par la mère. C'est toujours une voix féminine, justement, qui est utilisée. Oui, alors c'est bien de terminer avec ça. Oui, c'est toujours une voix féminine, parce que c'est une voix, potentiellement, une voix de maman. Ouais. Donc, en général, pour les langues étrangères, ça sera toujours une voix de jeune femme. Hein, voilà. Pour les répétitions de mots, il pourrait y avoir voix de femme, voix d'homme, quand la voix, à ce moment-là, est défiltrée. Mais quand elle est filtrée, non, ça sera toujours une voix de femme. Parce qu'on pourrait dire aussi, le rapport au père, finalement, pourrait aussi très bien jouer, Merci. Même si... Merci, c'est de ça dont je voulais parler. Oui, parce qu'on se demande, finalement, c'est très orienté avec le rapport avec la mère. Oui, on pourrait dire, parce que l'image du père est très importante, mais on ne la donne jamais, l'image du père, du vrai père, hein, si vous voulez. En fait, la vision, c'est tout simplement... la vision de l'écoute intra-utérine que peut avoir le fœtus de l'extérieur ne passe que par l'écoute de la mère. C'est-à-dire la manière dont je vais tendre mon oreille, le son, je tends mon tympan, je tends toute l'oreille, les fameux deux muscles du marteau et de l'étrier, et si vous voulez, c'est toute la caisse tympanique qui va se mettre à vibrer, et le son qui va partir le long de la colonne vertébrale, et qui va atteindre ainsi le fœtus. Donc si le fœtus entend l'extérieur, ce n'est pas de ce côté-là, il faut que les sons soient très très forts, et en plus, ils sont coupés des aigus. Alors que si la mère écoute, là, si elle écoute le père, et quand le père est là, émerveillé devant sa femme et le ventre de sa femme et qui parle au bébé, c'est la mère qui écoute. Donc à ce moment-là, la relation, elle se crée là. Donc en fait, ce qui est extrêmement important pour un papa, c'est que s'il veut exister auprès de son enfant, il faut qu'il existe auprès de sa femme. Ça, c'est extrêmement important. C'est très facile hein, de faire disparaître l'autre. Hein. Il suffit de ne pas en parler ou en dire du mal toute la journée. Mais un léger mal, hein. Voilà. Oh, ton père, il a encore oublié le pain. Oh, ben il pense jamais à rien. Ouais. Voilà. Quand le père peut faire la même chose d'ailleurs envers la maman. Hein. C'est comme ça qu'on égratigne ces images-là. Et ça, il faut éviter. Voilà. Tout à fait. Bon, ben je pense qu'on aura un bel aperçu en tous les cas de la méthode Tomatis, qui est tout à fait intéressante évidemment, hein, pour des tas de gens qui veulent se réajuster, rééduquer, se retrouver, pourquoi pas, et trouver une certaine forme de bien-être. Exactement. Alors, on peut peut-être rappeler à ce moment-là votre site. Je crois que c'est www.principe avec un s-du6 tomatis.com. Oui, voilà, .com. Voilà. Et rappeler aussi que vous exercez, on peut vous trouver à Paris très facilement. Oui, voilà, à Paris. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci Eric Fairbank.